Alors, bonjour, Ellie. Merci en tout cas d'être mon premier invité du podcast G Talk, où on parle tech, business, innovation, mindset, un peu de tout. Et du coup, tu es mon premier invité. Donc, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci beaucoup, Gus. C'est un plaisir partagé. Hem, j'ai vu ton message et du coup, je me suis dit: «Ça sera bon si on puisse faire cela, ce genre de podcast», parce Oui. que je crois que vraiment beaucoup de personnes en aura besoin et aussi, c'est un réel plaisir de partager avec toi. Donc, en tout cas, le plaisir est très, très partagé. Après notre première discussion sur Google Meet et tout, je me suis dit, ah, franchement, on a un grand jeune talent, ingénieur, qui a beaucoup de valeur à transmettre à notre diaspora, mais aussi au monde de manière générale. Donc, via les différents projets que tu as eu à faire. Donc, ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on fasse vraiment ce podcast. Merci beaucoup. En tout cas, du coup, on va déjà commencer par les présentations. Pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui Eli? Alors, moi, je réponds au Deli Boubouya. J'ai 23 ans, je suis né et grandi au Burundi et je suis titulaire d'une licence en informatique à Ngozi. Et j'ai également fait des multi-formations en intelligence artificielle, notamment en présentiel ou bien aussi ici, sur internet. Et je suis le cofondateur de Tech. C'est une boîte où on propose des solutions technologiques aux clients ou bien aux entreprises. Et au OK, sein de Tech, on a des projets qu'on a lancés, des projets IA. Il y OK, a Agrafene AI, c'est un projet, une application qui aide les agriculteurs de diagnostiquer le mal des plantes à base des photos prises dans leur, smartphone. Ça va leur donner des recommandations si la plante est saine ou pas. OK, Et aussi, il y a Kosebo, c'est une application qui travaille surtout dans le business, et aussi le marketplace. d'accord. Et bon, avant qu'on aille beaucoup plus dans les détails sur les différents projets, que vous faites chez iFedTech, heu, j'aimerais d'abord savoir à quoi ressemblait la vie de Eli Ngozi. C'est quoi ton histoire? C'est quoi ton parcours? Est-ce que tu peux vraiment bien nous détailler l'histoire de Eli et ce qui a fait que tu aies cette ambition-là pour la technologie, mais aussi pour l'IA? Alors, je peux dire que ma vie en Gozi est très, très simple. Avant l'IA, en fait, j'aimais déjà la programmation et aussi et je suis quelqu'un qui reste souvent à la maison en train de regarder des tutoriels et Ouais, documentaires et aussi je participe dans des clubs. Il y a des clubs de leadership où, par exemple, où on donne à un membre de préparer une thématique qu'il peut partager avec les autres et ça, on peut préparer avec livres et tout ça et partager avec les autres. Ça aussi, d'accord. c'est ouf. Et il y a aussi sortir avec les amis. On fait ça, on fait pas ça souvent, mais quand même, on faisait ça. OK, d'accord. Du coup, je dirais que c'est beaucoup plus, les projets les clubs dans lesquels tu étais qui t'ont vraiment poussé vers le monde de la tech, si je comprends bien? Non, pas forcément. Ça, c'est ma vie en dehors de la tech ou de Ah, l'IA. OK, Je Oui, je pourrais dire en fait, il y a eu, 3 moments déclencheurs qui m'ont vraiment poussé à aller dans la technologie. OK, Il y a la sortie, des Avengers en OK, 2012. F Alors là, je crois que j'avais 10 ans comme ça. J'avais vu Iron Man, Tony Stark, avec, sa technologie et tout. Alors je me suis dit: «Moi aussi je préférerais étudier des choses comme lui, être astrophysicien ou bien ingénieur», je sais pas et autre moment, ça s'est passé en 2017 lorsque j'étais en train de regarder un documentaire de Google, des voitures autonomes et tout et comment il y a l'IA derrière cela, la vision par ordinateur. Et je me souviens que j'ai dit à mes collègues et à mes camarades de classe que je vais créer mon application. Ils m'ont OK. dit que je suis fou et ils avaient raison parce que je savais même pas le HTML à l'époque. Alors c'est ça et autre anecdote, c'est qu'à la maison, on avait aussi un ordinateur, heu et il y avait un programme dedans. C'était un programme
comme encyclopédie, comme application, on peut naviguer et Oui, utiliser l'application. Et lorsque oui, j'étais en train de manipuler, il y a un son qui est venu comme un malware ou quelque OK. chose comme ça. Et mon père m'a dit: «Tu vas allumer mon ordi, il faut pas y toucher». Et alors pour, parvenir à y toucher et aussi à manipuler, j'ai il fallait que j'aille dans un centre de formation d'informatique, pour apprendre. Alors, il y a un lycée qui s'appelle lycée Alexandros. Pendant les vacances, ils donnaient des formations. Du coup, j'ai fait la formation et j'ai devenu, 1 de la classe et par après, j'ai montré le certificat à mon père. Il m'a dit: «Alors maintenant je te laisse, tu es le technicien». OK, OK, OK. Du coup, si je comprends bien, c'est vraiment le parcours classique d'un ingénieur dans la technologie qui a été inspiré par déjà de un les films comme, les Avengers. Mais moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a, beaucoup impacté, surtout quand tu vois, Tony Stark en train d'utiliser ouais. Pour moi, c'est vraiment l'équivalent du vibe coding actuellement. Parce que lui, il ne codait pas. Donc, il faisait un peu du vibe Exactement. coding. Donc, effectivement, le fait d'y penser, ça inspire beaucoup les jeunes à aller, dans la technologie. Et du coup, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas souvent, sur la réalité de grandir et d'innover au Burundi? Alors, ce que je peux dire tout d'abord, c'est que nous tous, nous savons que vraiment le Burundi, c'est pas un endroit propice comme le Silicon Valley ou bien les États-Unis pour Oui, innover. oui, Mais ce que je peux dire, c'est qu'au fait, heu, tout est à construire au Burundi et en Afrique. Parce que lorsqu'on est en train de faire des innovations et tout, c'est comme si on est en train de commencer de la fondation. Et je crois aussi que je ne vais pas voir ça comme une chose négative, mais je vais prendre ça comme quelque chose de positif. Parce que, je peux comparer ce moment comme 1999 aux Amériques, aux États-Unis. C'est où ils ont développé l'internet, Amazon, Google et tous les méga de la les géants de la tech qu'on voit aujourd'hui. Et et je crois que les multimilliardaires d'Afrique, se sont en train de se créer maintenant. Donc dans 15 ans, là, 20 ans, ça sera de l'histoire. Alors pour innover vraiment, il faut de la passion et aussi, de donner du service aux autres et aussi de créer des choses qui pourront changer la d'accord. donne. OK, OK, OK. Effectivement, je rejoins beaucoup ton point de vue. Tout doit commencer par le plus bas, disons, pour vraiment que ça puisse donner l'élan. Après, je pense qu'on a beaucoup quand même beaucoup de challenges. Au vu des challenges, par exemple politiques, au vu des challenges, de la pauvreté, du manque d'éducation en Afrique de manière générale, ça quand même, ça freine aussi la montée en technologie dans certains pays. Comment est-ce que dans ta boîte, par exemple, iFintech, comment est-ce que vous arrivez vraiment à innover, à grandir dans cette réalité qui est assez difficile. Oui, c'est ça, c'est vraiment, très difficile de le faire, mais toujours possible lorsqu'il y a de la passion, des personnes prêtes à servir. Et parfois, ce qu'on fait, c'est on regarde d'abord ce qu'on peut apporter nous-mêmes sans compter beaucoup sur les organismes extérieurs. OK, Par exemple, la méthode qu'on utilise beaucoup, c'est le bootstrapping. Donc OK, c'est nous-mêmes qu'à la base, on finance nos propres projets et qu'on y investit le temps et tout et par après, on fait des MVP. Donc le problématique avec beaucoup d'entrepreneurs en Afrique, surtout dans la tech, c'est que, et en général, parfois on a un projet de rêve qui demande beaucoup de choses colossales OK, et on fait un business plan et on va présenter ça sans même avoir un prototype. Donc vraiment, ça va pas passer. Mais notre, approche, c'est fait, on s'assoit ensemble, parce que j'ai aussi mon cofondateur et on fait des discussions et on écrit sur papier l'idée, tout à 100 et par après on va se dire: «Comment on peut minimiser cela de rester avec seulement les fonctionnalités ou bien les choses qui sont vraiment primordiales et nécessaires
pour produire un MVP ou bien un prototype qui est fonctionnel qu'on pourra présenter. Et par après, on commence par ça et lorsqu'on voit des critiques positives des personnes, parfois on est invité dans des foires et récemment, il y avait aussi, une réunion qui était organisée par le PAEJ et aussi par, son excellence, monsieur le Oui, président de la République du Burundi. oui, Et là-bas aussi, on a été invités, alors on pouvait aussi, partager nos souhaits de la manière dont on pourra améliorer l'écosystème au Burundi, pour pouvoir permettre qu'il y a un environnement propice pour qu'il y ait beaucoup de startups qui puissent oui. décoller. Alors je crois que c'est d'abord de commencer par le prototype et de montrer ce qu'on est capable à faire pour qu'on puisse aussi être en contact avec ceux qui passent des lois, les dirigeants, pour qu'on puisse leur proposer ce qu'on est en train de faire, pour qu'ils puissent OK, aussi régler quelque chose. Donc je crois que j'ai dans les 2 côtés. Donc, la première chose qu'il faut faire vraiment, c'est d'abord commencer à faire le prototype et par après, ça va aller. OK, 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 je comprends. Et est-ce qu'il y a y a-t-il eu un moment dans ton parcours où tu as vraiment pensé à abandonner d'une certaine manière? Parce que au vu des challenges, effectivement, je pense que ça doit être vraiment très, très, très dur. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit: «Franchement, je vais abandonner, je vais chercher un travail, comme ça, au moins, je serai tranquille»? Ah oui, en fait, il y a des raisons. Bon, la première c'est d'abord technique et parce que vraiment, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de personnes quand lorsque on leur dit: «Je travaille avec l'ordinateur» et parce que c'est facile, mais c'est pas le cas. Je me souviens lorsque j'étais en train de faire des installations de TensorFlow JS, non, non, TensorFlow avec OK. Python pour Mais simplement faire du il faut machine expliquer learning. aux gens comme ça, ils vont comprendre. Parce qu'on fait pas TensorFlow et tout. Oui, alors TensorFlow, c'est un framework de Python. Donc Python, c'est un langage de programmation et TensorFlow, c'est comme framework de Python pour pouvoir, faire du code, en fait, de faire des entraînements, des machine learning facilement, en utilisant des librairies qui sont déjà dans TensorFlow. Alors pour l'installer, ça m'a pris des jours. Je paniquais, je disais: «Comment je vais étudier cela alors que je peux pas même pas installer?» Heu, C'était un peu difficile parce que Ouais, je faisais quand même des recherches personnelles et on fait pas ça à l'université. Mais du coup, j'ai parvenu à y arriver et j'ai continué. Autre chose, c'est par rapport à l'écosystème. À l'écosystème, il y a pas vraiment un environnement, comme je l'ai dit, propice, par exemple, en Europe ou bien aux États-Unis pour les oui, startups pour faire des levées oui. de fonds. Parfois, je faisais, des submissions ou bien d'envoi des business plans, tout ce qu'on est en train de faire, mais je recevais des réponses qui ne sont pas positives, aussi négatives, mais à moitié ça, tu vois? Et j'ai vu que la solution qu'il fallait faire, c'était faire carrément du bootstrapping, de commencer par nous-mêmes et on va continuer par après, c'est ça. OK, je comprends, je comprends. Maintenant, on va parler de ton entreprise, Agri-Hyphen, AI, les origines, les impacts, et la technologie de manière générale. Est-ce que tu peux vraiment nous raconter d'où est né, Agri-Hyphen AI? Pourquoi déjà le nom Agri-Hyphen AI et qu'est-ce que ça fait exactement de manière beaucoup plus détaillée? Merci pour la question. Tout d'abord, hem, j'étais en train d'étudier le machine learning. Alors dans le machine learning, il y a 3 façons d'apprentissage, supervisé, non supervisé et de renforcement. Ce sont des techniques de machine learning et par après, j'ai pu découvrir la vision par ordinateur. Donc tout simplement, la vision par ordinateur, c'est un système de reconnaissance qui permet aux caméras de connaître des choses. Par exemple, de connaître qu'un chat, c'est un chat, qu'un chien est un chien et de faire la différence et tout. Et donc, j'étais en train de me former à cela, je me suis dit: «Ah, mais on peut utiliser ce genre de technologie pour aider les agriculteurs». Parce qu'à la base, au Burundi, selon les statistiques,
plus de 83% de la population soit agriculteurs et selon le FAO, au moins chaque année, il y a une perte de 40 à 50% des pertes agricoles dues aux maladies des plantes. Tout simplement, les problématiques à cela, c'est parce qu'il n'y a pas des outils de pointe pour faire le diagnostic OK, et aussi un manque d'experts agronomes. Alors, je me suis dit, ça pourra vraiment apporter quelque chose si on peut faire un modèle qui peut aider les agriculteurs à base du computer vision ou bien de la vision par ordinateur et cette reconnaissance des caméras, de savoir une fée qui est malade ou pas et donner des recommandations. À la base, j'avais pas vraiment l'aspect technique pour faire tout ça, mais quand même, je voyais comment on peut faire. Et il y a un programme qui s'appelle École d'été sur l'intelligence artificielle qui se d'accord, fait chaque année au Bénin. Alors, j'ai rédigé le plan et mon projet. Et je crois qu'il y avait plus de 9 000 projets et on a pu sélectionner seulement 120 projets. Et heureusement, j'avais eu la chance d'être parmi ceux qui ont été sélectionnés. Et là-bas, j'ai passé un mois intense en train d'étudier sur les différents paradigmes du machine learning, les d'accord. mathématiques, les choses derrière de cela. Et lors de la rentrée au pays, j'ai pu partager cela avec mes collègues et on a commencé à travailler sur AgraFNAI. Et c'est ça qu'on a pu faire et on a fait le prototype. À la base, c'était 11 maladies comme diagnostic et par après, on a pu ajouter jusqu'à 37 maladies des plantes avec une, précision, accuracy de 83,8 et on a D'accord, lancé le projet, beaucoup de personnes. d'accord, et actuellement ça c'est déployé chez certains agriculteurs, c'est comment exactement? Est-ce que vous avez déjà des statistiques? Quel impact ça a eu chez les agriculteurs et chez la population de manière générale? Oui, oui, on a des agriculteurs qui utilisent ça, c'est plus de 150 et c'est pas seulement au Burundi, il y en a ceux qui sont en Afrique de l'Ouest et aussi au Burundi, qui sont OK, testeurs. intéressant. Ce qu'on a pu ce qu'on a pu remarquer, c'est d'abord qu'il y a eu des améliorations au niveau des rendements parce que, maintenant c'est beaucoup plus, supervisé et c'est aussi il y a une grande efficacité de faire des tests facilement, de faire des diagnostics et de recevoir les recommandations. Mais on est toujours à la phase prototype, qui veut dire que c'est pas toutes les plantations qu'on peut diagnostiquer, seulement on est limité à 7 et ça, c'est faute aux données parce que c'est très difficile de faire des machine learning sans avoir des données. Créer des IA ou bien du machine learning, il faut 3 choses qui sont vraiment importantes. Il y a les données, il y a les pouvoirs computationnels, il y a aussi des algorithmes. Alors, c'est ça qui nous a un peu limités et c'est toujours déployé, c'est toujours, être en train de consommer. Un autre problème qu'on a eu, c'est OK, au niveau de l'internet. En fait, dans des milieux qui sont un peu rurales, c'est toujours difficile de consommer notre application, de l'utiliser, mais on est en train de penser s'il y a des façons qu'on peut, heu, héberger les modèles de l'application pour que ça soit offline. OK, OK. Que ça soit vraiment déployé sur le local de chaque agriculteur et tout, c'est ça? C'est ça, en fait. C'est très intéressant et hem et du coup, quelles sont les difficultés majeures que vous avez eu à rencontrer quand vous déployez la solution ou bien quand vous conceviez directement la solution? C'est quoi? Est-ce que c'est au niveau de la donnée? Est-ce que c'est au niveau de l'internet, du cloud, ou bien de la puissance de calcul? Mmh. Alors moi, ce que je peux dire qu'on a eu d'abord des problèmes au niveau des données, hem, parce que en fait, mon comment j'avais structuré à GraphNAI, c'était de commencer d'abord le prototypage et par après de faire un projet de recherche, d'aller dans tout le pays avec des docteurs en agronomie et de commencer à faire des labeling ou bien catégorisation de chaque plante et ses maladies pour qu'on puisse, entraîner nos modèles à base des données locales qui sont OK, fiables et aussi dans l'humidité tropicale et
et j'avais posé aussi la demande au niveau du gouvernement et ils m'ont dit que malheureusement pour le moment, les projets en recherche ou bien prototypes qui ne sont pas financés pour faire ce genre de choses et du coup, on a continué en solo, mais quand même, on a aussi, ils nous ont encouragé beaucoup de continuer à faire ce qu'on est en train de faire OK, et autre problème, c'est au niveau des pouvoirs computationnels. Parce que lorsque, par exemple, les modèles que j'ai en offline, ce ne sont pas ceux qui sont hébergés et parce que du coup, lorsqu'on héberge un modèle qui est de 1 giga, ça va consommer beaucoup d'électricité lors de l'utilisation et beaucoup d'argent au niveau je de comprends. d'hébergement. Alors, je faisais de la distillation, et ça veut dire de prendre un modèle déjà entraîné et de la minimiser ou bien faire diminuer sa poids pour l'héberger. Ça va quand même toujours fonctionner, mais comme en mode light et c'est ça que je faisais pour que ça marche. Ah, OK, OK, je comprends. Du coup, en gros, tu diminues si je puis dire, dans les termes qui sont compréhensibles, c'est tu diminues, en gros, sa capacité pour que ça puisse au moins marcher de manière minimale, c'est ça? C'est ça, en fait. D'accord, OK, OK, je comprends et heu et du coup, comment est-ce que les agriculteurs ont réagi face à cette technologie, que tu leur as présentée? Est-ce que c'était assez facile, pour eux de l'utiliser? C'est comment exactement? Ah oui, on a vraiment réussi des bonnes positives réactions de la Oui, part des agriculteurs et oui, aussi, on a eu la chance de faire un documentaire avec TV5 et du coup, seulement 2 semaines, on a eu plus de 800 000 visionnages sur Facebook et on a reçu des félicitations, moi et mon équipe, de la façon dont on a pu amener cette innovation et au niveau de fonctionnalité, vraiment, c'est trop facile parce que même, un grand-parent et tout, qui peut prendre qui peut utiliser un smartphone et qui peut prendre, hem, une photo, c'est vraiment facile à utiliser. Donc c'était abordable et facile et gratuit en même temps parce qu'à la base, comme on voulait de la donnée, c'était gratuit et c'est un projet communautaire, mais OK, en contrepart, la photo que l'utilisateur va prendre, on va récupérer ça et la conserver dans notre banque de données pour avoir beaucoup plus et le seul problème qu'on a pu rencontrer, c'était seulement celui de l'internet et du coup, on avait fait une option qu'on peut prendre des photos en hors ligne et par après les envoyer quand tu es à la maison avec connexion pour voir l'état de santé de tes plantations. OK, OK, je comprends, je comprends. Du coup, en gros, si je comprends bien, c'est beaucoup plus, l'aspect, bon, électricité parce qu'effectivement, ça prend beaucoup de ressources. Sur l'aspect cloud parce qu'effectivement, il fallait entraîner, manquer de données, donc il fallait l'offrir pour la communauté et derrière, vous récupérez la donnée, donc vous entraînez votre vos machines learning, vos machines, en gros, qui entraînent la donnée, quoi, c'est ça? Si je comprends bien? C'est ça exactement. D'accord, d'accord. Et du coup, j'ai une question, c'est comment est-ce que tu vois, Hyphen AI d'ici les prochaines années, d'ici les 3, 5 prochaines années? Pour le Burundi, mais aussi pour l'Afrique de manière mondiale. Alors ma vision pour, AgraFNAI, c'est que d'abord, ce soit un projet, communautaire où on va collaborer avec des docteurs en agronomie et ma personne et mon cofondateur comme des ingénieurs logiciels pour faire la catégorisation des données. Ce que je veux qu'on puisse commencer d'abord, c'est de faire un banque des données en agriculture pour qu'on puisse, d'abord collecter les données au Burundi et avoir cette banque des données et par après, entraîner des modèles à base de cela pour que ça soit vraiment robuste pour passer de l'étape prototype vers l'étape du produit final et aussi, de créer des nouveaux modèles. Parce que pour le moment, les modèles qu'on a, c'est seulement les modèles il y a un modèle de 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 diagnostic des maladies, mais OK. aussi on veut un modèle de faire la compatibilité entre sol et semences. Ça veut dire
d'accompagner les agriculteurs avant même de commencer à s'aimer, parce que parfois il y a des sols qui ont de l'acidité et tout, de savoir comment traiter ça avant même. Parce que maintenant, lorsqu'ils sont en train de s'aimer, ils ne se rendent compte pas de cela. Mais s'il y avait quelque chose, accompagnement et tout, pour qu'on puisse les accompagner, ça sera génial. OK, Aussi, l'un de notre objectif, c'est d'augmenter le PIB du pays parce que, comme il y a trop de pertes, c'est le FAO, plus de 50 et aussi les agriculteurs qu'on travaille avec nous ont confirmé, si on peut minimiser cela à 90, ça pourra augmenter à plus de 800 millions de dollars sur le OK. PIB du Burundi. Ça veut dire que ça va 800 aussi millions de améliorer la qualité 800 de vie millions, des c'est agriculteurs. ça? Oui, oui, 800 millions de Ah ouais, dollars. Oui, intéressant, intéressant. Donc grâce à votre c'est très, très, très technologie, intéressant. c'est vrai que ça peut vraiment avoir pour les agriculteurs, ça peut aider le pays à avoir 800 millions de surplus sur le PIB, Oui, ouais, de c'est ça chiffre d'affaires. exactement. C'est ça exactement. Parce que lorsque, on diminue cette, comment dire? Lorsqu'on diminue cette perte, il va y avoir un ainsi plus de production parce qu'il y a trop de pertes. Bon, En effet. pour ceux qui savent, les agronomes, il y a une maladie bactérienne qui a intitulée le mildiou, c'est une maladie bactérienne. Lorsque Oui, ça attaque les pommes de terre et les tomates, ça peut abîmer en des jours la moitié de la production. Alors, s'il y a pas cette perte, ça veut dire qu'il va y avoir une grande production. Et on sait au Burundi que, c'est les stats partagés, c'est que la culture apporte beaucoup sur le PIB. Alors, je me rappelle pas bien les chiffres pour ne pas dire des bêtises, mais je peux te les partager après le podcast. Mais c'est que c'est l'un des piliers qui apporte beaucoup. Alors, d'accord. si ça apporte beaucoup, alors il y a aussi beaucoup de pertes. Si ces pertes-là sont régularisées, j'ai pu calculer, ça pourra apporter plus de 800 000 dollars. Franchement, c'est très intéressant, surtout que, en Afrique, l'agriculture, je sais pas, enfin, je sais que l'agriculture a vraiment déjà un grand impact sur la société, en Afrique et que si c'est bien développé et qu'il y a des techniques un peu beaucoup plus sophistiquées qui sont implantées, bah, le développement de l'Afrique n'est que bah, ça en tout cas, ça serait immédiat en tout cas, ça c'est sûr et bon, maintenant on va Au passer fait. plus à la partie, Kossebou, qui est une, plateforme de gestion intégrée que vous avez, développée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Kossebou et pourquoi est-ce que tu l'as créé exactement? Alors, COSEBU, tout d'abord, c'est acronyme et ça veut dire Connect, Sell and Buyers, qui veut tout simplement dire connecter les vendeurs et acheteurs. Alors, COSEBU est un écosystème de des applications. Alors, il y a l'application A qui s'appelle COSEBU Management. C'est tout simplement un RP, Enterprise Resources Planning. Donc, ça va aider aux entreprises de faire du management interne de leurs produits. Donc, ça veut dire il y a des rubriques comme inventaire des produits, il y a la vente, il y a aussi génération des rapports financiers. Il y a aussi enregistrement des dépenses, tout ce qu'on a besoin ou bien nécessaire pour diriger ton entreprise. Et comme valeur ajoutée, on a intégré l'intelligence artificielle qu'on peut poser des questions. Alors, c'est ton compagnon du jour au jour qu'on peut poser des questions, soit en kirundi, en français, en anglais, comme question comme combien d'argent que j'ai pu encaisser aujourd'hui, combien de dettes que j'ai données, combien de produits que j'ai dans le stock, quels sont les produits qui sont en déficit pour y remédier et tous ces genres de choses. Et alors, OK, ça, c'est Kosebu Management. Il y a le Kosebu Marketplace, ça concerne beaucoup plus les acheteurs. Alors là, c'est hébergé sur un store comme Kosebu Marketplace, tous les produits qui sont dans Kosebu Management, ils sont disponibles avec leur prix de vente et un acheteur peut les voir et contacter directement un vendeur pour qu'il puisse faire de la commerce, e-commerce.
D'accord, d'accord. En gros, si je comprends bien, Cosebo, c'est une plateforme de gestion d'entreprise où il y a 2 plateformes. Le management qui est le ERP en gros, où vous gérez de la vente et de l'achat et de l'autre côté, il y a Cosebo Marketplace où c'est vraiment une plateforme e-commerce où les gens peuvent vraiment acheter des choses, c'est ça? C'est ça exactement. D'accord. Et actuellement, la plateforme, elle est accessible, où exactement? Et c'est combien de personnes qui l'utilisent, c'est combien d'entreprises qui utilisent la Cosebo actuellement? Alors actuellement pour accéder aux plateformes, il faut juste écrire cosebu.com et par après il y a un landing page qui ça va expliquer comment l'utiliser et tout. Et comme entreprise, ceux qui se sont déjà inscrits, il y a, plus de 200 pour le moment, mais ceux qui sont actifs chaque jour, qui l'utilisent, c'est dans une quarantaine. Et aussi pour, sur, la partie marketplace, il y a pas mal de téléchargements, mais, c'est pas beaucoup parce que ça fait seulement 1 mois et demi de lancement. Donc je crois que ça progresse, que c'est bon D'accord. dans cette période d'avoir ces chiffres. Là, actuellement, à la dernière réunion qu'on avait eue et tout, tu m'avais vraiment présenté la plateforme et j'ai beaucoup aimé l'interface, comment ça interagissait. C'est un truc de incroyable ce que vous avez fait. La fonctionnalité qui m'a le plus impacté, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle, dans la plateforme. Du coup, est-ce que tu peux vraiment nous expliquer comment est-ce que tu as combiné l'IA avec un outil de gestion de projet comme Posebo? Comment est-ce que tu as pu combiner cela? C'est incroyable. Alors ça, je crois que c'est la partie qui m'a aussi plu lorsque j'étais en train de contribuer au projet. C'est qu'à la base, j'ai pu connecter la base des données avec l'intelligence artificielle et aussi faire des fine tuning et tout ce genre de choses pour que ça soit facile. Et aussi l'idée, c'était pas seulement pour intégrer de l'IA, pour faire fancy ou bien, c'était aussi pour faciliter vraiment les gens. Parce que beaucoup de personnes, sur au niveau, entrepreneur ou bien vendeur, c'est pas tout le monde qui savent manipuler les interfaces et tout. Alors, j'ai vu que faire une assistance IA, c'est un moyen facile pour qu'ils puissent faire des interactions facilement avec ce qui se passe dans leur business. Parce qu'il y a un dashboard qu'on a intégré comme interface avec beaucoup de choses et parfois c'est difficile aux personnes, surtout dans notre milieu Burundi, qui n'ont pas l'habitude de manipuler ce genre de choses, de comprendre ou bien d'interpréter les données. Mais s'il y a l'IA, qu'on peut poser des questions, ça va être très, très facile seulement de poser la question: «Combien d'argent que j'ai gagné dans le mois passé?» et au lieu d'aller voir des interfaces, ça va te répondre directement. Et ça aussi, je crois que c'est le futur des applications, que ce soit en Afrique et au monde entier, qu'on n'ait pas des applications qui sont réactives, mais qu'on a des applications qui sont proactives. Ça veut dire qu'on va poser des questions, on va dire: «Je veux ça, je veux ça, je veux ça» et par après l'interface va proposer au client ce qu'il faut faire. Je suis totalement de ton avis parce que même les entreprises ici, en Europe, ici en France, par exemple, elles veulent tout intégrer de l'IA, mais ils savent pas comment intégrer de l'IA en interne. En quoi est-ce que ça va réduire leurs coûts ou bien optimiser leur profit? Donc, le fait de savoir où intégrer cette IA, c'est vraiment, du génie et c'est impressionnant en tout cas, ce que vous avez fait. Merci. Et du coup, comment est-ce que c'est quoi les plus grandes difficultés de, lancer une solution intégrée, par exemple au Burundi? C'est quoi les challenges vraiment que vous avez rencontrés? Bien que vous rencontrez, actuellement? Alors les challenges, tout d'abord, hem, c'est que, il y a des personnes qui ne comprennent pas que ces choses-là peuvent, que ça peut exister et qui se disent, qui ne voient pas vraiment que, par exemple, parfois lorsqu'on fait des solutions locales, les gens, ils ont comme quelque chose comme barrière de ne pas avoir confiance de tester, bien de consommer ça parce que, il y a toujours cette croyance que c'est des choses qui viennent de l'autrui qui sont meilleures, alors qu'on peut aussi développer ici. L'autre problématique, c'est toujours au niveau d'internet.
Ici, sur internet, c'est pas bon et ça fait que beaucoup de monde ne puisse pas utiliser régulièrement ou bien normalement nos systèmes. En effet, en effet. Et c'est quoi les premières réactions que vous avez eues de la part des utilisateurs, en gros des premiers utilisateurs, de Kossaibu? Est-ce que c'était positif? Est-ce que c'était négatif? Parce que je sais qu'au Burundi, c'est assez, il y a quand même ces challenges-là sur la technologie, sur le numérique, sur l'utilisation de ces outils assez compliqués. Parce que même ici en Europe, les gens, ils galèrent beaucoup à utiliser, des logiciels hyper complexes. Donc, comment est-ce qu'au Burundi, eux, ils l'ont vécu? Alors, je crois qu'on a réussi toutes sortes de critiques positives ou et aussi négatives. OK, Et je commence toujours par le positif. C'est qu'il y avait des personnes vraiment qui disaient que ça va les, aider et c'est ça qu'on a travaillé à la base. Parce qu'avant Kossaibu, il y a des personnes qui ont beaucoup d'articles, qui vendent beaucoup de produits, mais qui ne contrôlent pas l'écoulement du produit ou bien de comment ça se fait et et aussi au niveau de faire des rachats des nouveaux produits, beaucoup le fassent par intuition. Il va simplement regarder dans sa boutique, il va se dire: «Alors je vais apporter ça, je vais apporter ça» et s'il y a des employés dedans, s'ils volent, ce genre de trucs, c'est ouais, vraiment ouais. très, très, très difficile de se comprendre. Mais avec un outil de gestion comme, Kossaibu, c'est facile vraiment de faire des contrôles. Et aussi, comme petite anecdote, il y a même des entreprises, par exemple, c'est une entreprise qui travaille dans l'électrification et vente des produits électriques comme les panneaux solaires et tout. Ils ont plus de 15 points de vente au Burundi. Alors, ils ont voulu qu'on puisse collaborer avec eux pour leur faire une version customisée pour eux, pour qu'ils puissent faire du management. OK. Alors, j'ai même fait le post sur LinkedIn, je ne sais pas si tu as vu ça? Alors, je sais pas si non, je pense pas que j'ai vu ce post-là. Oui, je crois que c'est nouveau, c'est nouveau, il y a pas oui, oui. C'est le dernier post que tu avais fait? Oui, oui, c'est ça. D'accord, OK, peut-être que je me suis pas bien rappelé. Alors, qu'on ce qu'on a fait avec eux, on a fait une version customisée pour eux. Ça aussi, je vois que c'est un autre moyen de pouvoir, distribuer facilement Kossaibu et de le customiser selon leurs besoins et aujourd'hui, avec ces 15 points de vente qui sont différentes, vraiment être très, très efficace pour la gestion de la société, pour faire des contrôles. Parce qu'avant, ils faisaient beaucoup plus de réunions, de voir des papiers, comment ils ont vendu, par exemple à Ngozi, à Kirundo, à Bujumbura et à tout. C'était vraiment très, très compliqué. Mais aujourd'hui, avec son application et aussi de la centralisation des données, il se concentre beaucoup plus sur améliorer les relations clients, les produits et leurs services qu'au management. Donc je vois aussi ça, la progression de Kossaibu dans cet angle-ci. Alors, le niveau négatif, c'est qu'il y a des personnes qui disent: «Lorsqu'on va utiliser votre application, vous allez voir tout ce qu'on a, vous allez voir l'argent que j'ai, les produits et tout». Mais je leur dis: «Non», parce qu'on utilise des standards d'abord pour l'authentification, on utilise des Google, donc je ne peux pas faire du login dans ton compte parce que même les mots de passe et tout, ils sont hachés. Pour les informaticiens, je crois que toi toi déjà tu étais senior en développement, tu sais tout ça. C'est haché et et aussi les collections sont mélangées et aussi on utilise de l'éthique. Donc du coup, on peut pas divulguer des données privées de nos clients. Et et du coup, d'ailleurs, c'est la question qui allait venir juste après. Est-ce que vous offrez là, tu parles de la customisation de l'application, en gros, pour des entreprises en fonction de leurs besoins. Imaginons, par exemple, on a, 200 entreprises et ces 200 entreprises veulent, des customisations. Du coup, comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que c'est un modèle déjà qui est sur un modèle SaaS ou bien c'est un modèle en on-premise où vous installez en gros l'application chez le client directement? Alors, c'est qu'on ce qui est, scalable, c'est de faire un modèle SaaS. C'est de faire un modèle SaaS
et tout, comme on avait déjà parlé avec avant, lorsqu'on avait fait notre Google Meet, de faire des notes de domaine et tout pour chaque entreprise. Mais pour le moment, ce qui est en train de faire, qui est rapide, c'est de leur tout simplement faire une customisation et de leur donner l'application à faire des configurations, notes de domaine et tout, pour d'abord tester, pour voir. Sinon, on va continuer d'améliorer Kocebu parce qu'on est toujours au niveau prototype pour que ça soit vraiment SaaS, solide et qu'on pourra distribuer facilement. Mais aussi, ça, au niveau de customisation, c'est pour des entreprises qui veulent vraiment des choses qui sont spécifiques à eux. Mais pour la majorité, Kocebu, ça va parce qu'il y a des modules qu'ils en ont besoin. Ah, OK, OK. Oui, oui, pas de souci. Ouais, du coup, on parle tu te souviens de ce que tu de la partie où tu étais exactement? Je te posais la question en gros, c'est quoi, la réaction de tes premiers utilisateurs? Et tu me racontais un peu l'anecdote, je pense. Oui, en fait, je crois que la continuation des co donc au niveau pour, faire la distribution de Kocebu, je crois qu'on va préférer beaucoup faire des SaaS, mais comme, hem, on est toujours au niveau prototype, c'est pour cette raison qu'on a fait cette customisation qui est OK, propre à cette entreprise. Mais la d'accord, majorité des entreprises, au Burundi, on s'est arrangé qu'on puisse avoir des modules qu'ils vont avoir besoin pour qu'ils puissent être satisfaits avec Kocebu, et on va aussi continuer de faire comme ça. Mais s'il y en a ceux qui en ont besoin de faire qu'on leur fasse de la customisation, on est aussi prêt pour qu'on leur puisse, pour que leur serve. OK, d'accord. Donc du coup, si je comprends bien, vous vous basez beaucoup votre modèle de vente, disons, c'est basé sur des modules. C'est-à-dire que si une entreprise vous dit, «On a juste besoin que du module, vente ou bien du module achat», vous leur vendez uniquement que ça, c'est ça? C'est ça, au fait. Et aussi s'ils veulent qu'on puisse ajouter, des choses qui sont propres à eux. Par exemple, ils peuvent dire: «Moi, j'aurais besoin de faire des commandes, de faire des proformas ou bien payer les employés à partir de cette même application». Heu, on va leur faire une customisation parce qu'à la base, dans Kocebu, c'est pas tout le monde qui a besoin de payer les employés avec Kocebu ou bien d'avoir des commandes et tout. D'accord, Donc on s'assure que tout le monde soit bien servi. OK. Et est-ce que, vous avez des fonctionnalités de paiement déjà pré-implémentées déjà dans la plateforme? Alors dans Kocebu, c'est pas toujours le cas parce que, comme je l'ai dit, c'est toujours nouveau. Il y a qu'un mois et demi de lancement et on a donné d'abord, une période d'essai gratuite, OK, pour d'abord que les personnes puissent l'utiliser facilement, et aussi c'est du marketing parce qu'ils vont parler entre eux et Gilles aussi de parler avec les entreprises quand ils voient notre produit, et c'est ça. c'est quoi la vision long terme pour toi de Kocebu? D'ici, par exemple, 2026, 2030, on va essayer de se projeter un peu. Alors la vision à long terme pour Kocebu, pour moi, c'est simple. Heu, j'aimerais que ce soit une application comme on a aujourd'hui WhatsApp. Donc, par exemple, WhatsApp, c'est indispensable lorsque je vais faire de la communication, j'utilise ça, et ça, on peut pas faire de la compétition avec parce que ça marche bien, ça fonctionne bien, c'est rapide et tout. Donc ça, c'est déjà établi. Alors, j'aimerais aussi voir l'écosystème Kocebu utilisé au quotidien des Burundais OK, comme application WhatsApp. Ça veut dire si je vais acheter quelque chose, je vais aller dans Kocebu. Si je veux parler avec un vendeur, je vais dans Kocebu. Si je vais faire des managements facilement de mon entreprise, je vais dans Kocebu Management. C'est ça, OK, en fait. d'accord. Et est-ce que vous avez un objectif sur, le nombre d'utilisateurs, par exemple, le nombre d'entreprises que vous voulez, intégrer, qui vont C'est utiliser la ça. En plateforme? fait, l'objectif, c'est de voir 2026-2027, 1000 utilisateurs qui utilisent, Kocebu comme entreprise, et aussi, en fait, il y a beaucoup de choses à faire parce que, hem, on veut aussi faire nos propres banques de données en OK, matière de du business, du commerce.
et avec ça, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont intéressantes, comme la base des données qu'on a. Effectivement, je comprends. Là, vous faites vraiment toute une data lake avec beaucoup de données et vous utilisez ces données-là pour, des objectifs business, OK. Je comprends, je comprends. Et comment est-ce que la plateforme Kocebu va, contribuer au développement du pays? Alors ça va contribuer énormément parce que, tout d'abord, je crois que ce qui est important, c'est la gestion des finances, pour les entrepreneurs et au pays. Alors, je sais pas, il y a un article que j'étais en train de lire qui dit que beaucoup d'entreprises font faillite. L'une des choses majeures qui cause la faillite, c'est de ne pas savoir comment faire la gestion des comptabilités de l'argent, en fait. Oui, oui. Et ça, c'est quelque chose de primordial à savoir parce que beaucoup d'entrepreneurs, hem, ils ne savent pas faire ça et c'est compliqué. Alors avec les applications, c'est facile. Lorsque tu ouvres l'application, tu peux voir que j'ai consommé cela, j'ai vendu ça, j'ai eu mon bénéfice de cette somme. Tu peux savoir comment consommer, comment faire de nouveaux achats et tout. Mais malheureusement, aujourd'hui, on demande à quelqu'un combien d'argent que tu as fait aujourd'hui, il ne peut pas vraiment te dire. Donc, c'est ça. On veut d'abord organiser, que ça soit structuré. Autre chose, c'est de digitaliser. C'est de digitaliser, ça va être facile pour que ce soit pour le Burundi comme, entrepreneur et aussi au niveau de l'État parce que ça va être très facile pour faire des déclarations d'AOBR, même si Kosewu est indépendant par rapport à OBR, mais lorsque tu veux faire déclaration, c'est facile. Tu vas générer un PDF dans un cycle financier des disons de janvier jusqu'au au décembre et ça va te faire des qualités et tout. Donc ça va vraiment d'économiser le temps parce qu'avant, on prenait des cahiers et tout. Parfois, il y a des cahiers qui sont perdus. C'était le bordel. Mais avec ce genre de choses, c'est trop facile. Et autre chose au niveau des consommateurs, par exemple, surtout à Bujumbura, il y a trop des marchés mais c'est difficile de savoir dans quel marché on peut trouver tel produit et à tel prix. Donc, pour minimiser le temps, si tu étais dans ton bureau ou bien dans le bus ou bien au travail, et tu pourras tout simplement prendre Kocebu Marketplace et regarder les différents produits et faire des comparaisons, des prix et de voir le vendeur qu'il est certifié et de parler avec lui directement. Et alors, comme la visio à long terme, on veut aussi faire des livraisons, mais pour le moment, on connecte tout simplement pour qu'ils puissent D'accord, parler avec eux, mais avec le temps, on va continuer à itérer. d'accord. En gros, vous voulez vraiment faire une application un peu comme, Uber Eats. Je sais pas si ça te parle, Uber Eats, la plateforme. Bon, je pense que ça te parle un peu, ouais, les Uber Eats, en gros, où on peut vraiment retrouver des restaurants, mais sauf qu'à la place des restaurants, ça sera vraiment des business qu'on retrouve qui sont vraiment certifiés et après pouvoir comparer les produits qu'ils vendent. C'est ça exactement, c'est ça. Franchement, c'est très ambitieux, c'est très ambitieux. Et du coup, je sais que je t'ai un peu suivi via les différents, réseaux sociaux, mais aussi les différents articles de Hackeza, si je ne me trompe pas. Tu as été au sommet de Paris sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, qui est une expérience clé, je pense, pour un ingénieur orienté intelligence artificielle comme toi. Et c'est pourquoi comment tu as vécu l'expérience? Quel a été ton choc? Et c'était comment exactement? Est-ce que tu veux vraiment nous raconter comment ça a été? Alors, c'était vraiment, c'est merveilleux, c'était hallucinant. J'imagine. Tout Ouais. d'abord, c'était ma première fois dans l'espace Schengen, du coup, la première chose qui m'a impressionné d'abord, c'était le transport parce OK. qu'ici à Bujumbura, le transport, c'est alors, au niveau de la technologie, au fait, à la base, moi, lorsque je suis allé, parce que, c'était le sommet organisé par la France, Emmanuel Macron et du OK. coup, ils avaient invité toutes les personnes qui sont en train de travailler sur l'IA et au Burundi, j'ai été identifié par l'ambassade de France
et aussi m'ont soutenu pour aller là-bas, pour participer et aussi de venir au pays pour partager mon expérience. Lorsque j'y arrivé, je savais pas que j'allais rencontrer le CEO de Google, Sam Altman. Ah ouais, carrément. Il y avait aussi les CEO de l'Indien, les CEO de Perplexity et aussi OK, des présidents. C'était vraiment, merveilleux. Mais ce qui m'a beaucoup plus étonné, ce sont les startups que j'ai vues, les OK, startups européennes. Presque tout le monde utilisait des solutions de LLMs. LLMs utilisés dans tout pour améliorer les services publics, la santé, agriculture, la surveillance, économie, tout, accès à l'information. C'était en fait des LLMs, LLMs, LLMs. Et je OK, crois aussi que ça m'a inspiré pour intégrer ça dans Kosebu d'une OK, façon et d'une autre. Et aussi, j'ai pu remarquer que, au fait, l'IA, c'est une révolution en marche parce qu'on peut voir, hem, surtout sur l'IA générative, des textes génératifs, c'est nouveau depuis 2022, je crois, à la sortie de ChatGPT. Et maintenant, il y a des pays qui sont en train de se reconstruire, comme la France, l'Europe, la Chine et tout, pour continuer dans cette course, pour développer. Donc c'est nouveau à tout le monde, mais quand même, ils ont beaucoup plus d'avantages par rapport aux pays africains parce que, il y a de l'électricité, de pouvoir computationnel et des bonnes formations par rapport à nous. Et aussi, ça m'a donné le sentiment de voir que dans les prochaines années, ça pourra se créer des inégalités au niveau de consommation des États si on ne fasse pas des actions, pour qu'on puisse à nous aussi nous rattraper. d'accord, d'accord. Heu, Effectivement, franchement, pour moi qui est aussi dans la tech, c'est un rêve. Je suis dans la tech, c'est vraiment un rêve de participer à ce genre de sommet et c'est pour ça aussi que j'ai inclus cette question-là dans ma liste de questions. Donc, quelle a été vraiment ton expérience? Donc, le fait de rencontrer des Sam Altman, tous les grands CEO de la tech, c'est impressionnant. C'est impressionnant, en tout cas. Et j'ai aussi remarqué, je pense que c'est via akieza.net, le journal burundais, que tu as Oui, oui. rencontré Yann LeCun, c'est ça? Et oui, oui, j'ai rencontré aussi Yann Lequin. À l'époque, il était le Chief AI Scientist de Meta, ancien Oui. Facebook. C'était un plaisir, c'était en français. J'ai pu parler avec lui. C'était vraiment génial. Ce qu'il m'a dit, je l'ai introduit à Graph AI, c'est qu'en train de faire. Et ce qui est hallucinant, c'est que les méthodes qu'on utilise, les algorithmes de réseau neuronal convolutionnel, OK, Convolutional Neural Networks, c'est OK. qu'il est parmi les pères fondateurs des personnes qui ont créé ce genre d'algorithme. Alors, Ah ouais, c'était vraiment merveilleux de le rencontrer en personne. Je lui ai dit merci pour ce que vous avez fait. Grâce à votre œuvre, maintenant, on a fait développer ce genre de projet en Afrique, au Burundi. Et, et on a parlé beaucoup plus sur le problème de l'électricité, compute power, pour faire entraînement des modèles et aussi des données. Mais quand même, il m'a encouragé de voir, il y a un projet qui se fait au Sénégal, d'intelligence artificielle aussi en médecine et dans la santé. Il m'a encouragé aussi de voir ça et aussi de me former. OK, OK. Et c'est quoi le conseil qui t'a vraiment le plus donné, qui n'est pas non technique et qui a eu un certain Alors, impact sur ton parcours là? alors, vraiment, on n'a pas, je crois qu'on s'est croisés comme 2 à 3 minutes. OK. Donc, du coup, on a pas de plan technique parce qu'il y avait trop de monde. Il y avait beaucoup de personnes qui voulaient le saluer et tout. Donc, c'était la star, quoi. Et je sais qu'actuellement, il est vraiment contre, l'IA générative, je sais pas pourquoi. Je sais pas si tu as un peu lu, sur lui. Il avait même Oui, démissionné de Meta, disant que, franchement l'intelligence artificielle était vraiment dangereuse. Donc, que maintenant, je pense qu'il est en train de créer une start-up à lui, qui est un peu, pour l'IA, mais utilisée à des fins pour valoriser vraiment l'humain et le mettre devant.
Je sais pas si tu vois? Ouais. C'est ça, en fait. Moi aussi, je le suis sur les réseaux sociaux. Hem, c'est que, pour le moment, lui, il dit que les LLMs, les IA génératives, Oui, c'est bon, mais que pour arriver à une intelligence qui est similaire à l'intelligence humaine, bien quand même qui est beaucoup plus complexe, bien intelligent, qu'il faut créer des intelligences qui peuvent avoir une, perception qui n'est pas simplement limitée au langage. Parce OK, que lui, c'est le langage et intelligence, c'est des choses qui sont totalement différentes d'accord. et il est beaucoup plus orienté dans les images, dans, vidéos, interagir avec, le monde qu'on voit par rapport aux IA génératives. Alors il va créer sa start-up, je crois que c'est Advanced Machine Intelligence et il va aussi collaborer avec Meta dans sa startup. Donc, ils vont toujours continuer à collaborer avec, même si il va être indépendant. Et maintenant, on attend de voir les résultats qu'il va nous donner. C'est impressionnant, bah, ce qu'il fait, ce qui se fait déjà dans la sphère de l'intelligence artificielle et le fait de rencontrer les plus grands acteurs, les pionniers carrément de l'IA, je m'imagine même pas. Surtout pour quelqu'un comme toi qui est, passionné d'IA. Oui, en fait, moi aussi, je n'y attendais pas. Je n'y attendais pas et c'était fou, en fait. C'était fou. Ouais. Moi, je croyais pas que j'allais croiser ça. En fait, je ne l'imaginais même pas à 10%, même pas à 3%, mais grâce à Dieu, ils vivent mon rêve et tout, c'était vraiment merveilleux. Ouais, j'imagine et et c'est de cette expérience-là que tu as vécu à rencontrer les plus grands dirigeants de la tech, les plus grands pionniers de l'IA, heu, quelles sont les idées qui t'ont le plus marqué et comment est-ce que tu comptes les implémenter pour le développement du continent, le développement du Burundi? Alors, ce que j'ai vu, tout d'abord, comme je l'ai dit, c'est que l'IA, c'est pas tout simplement une avancée technologique, c'est aussi une révolution structurelle. Ça veut dire, ça redéfinit déjà, les fondements de la finance, de la société, parce que maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu dans Golden Sachs, c'est un truc Oui, comme ça des Golden États-Unis. Oui, oui, c'est ça. Heu, Ils ont maintenant, une IA qui peut étudier leurs dossiers judiciaires, que ça maintenant ça c'est comme, dans un mois qu'on peut faire les études alors que avant, on faisait des études dans toute une année. Donc ça veut dire, ça va vraiment redéfinir toutes les choses OK. et aussi, il y avait, heu, une sorte de combat, je peux dire, même si bon, ça c'est moi qui ai remarqué ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Des personnes qui disent qu'il faut continuer à créer de l'IA sans se rendre compte, des choses qui donc de continuer et il y a autre partie qui dit: «Non, il faut d'abord réguler, que ça soit inclusif, d'abord qu'on sache ce que ça va produire pour que ça soit OK. contrôlé» et ça, c'est aussi sur un niveau politique que j'ai pu remarquer ça et au niveau technique, je me suis rendu compte qu'en fait, en Afrique, on a besoin aussi des pionniers, des personnes vraiment qui s'investissent maintenant pour commencer à créer des formations pour des ingénieurs locaux et aussi d'intégrer les STEAM, ou bien la programmation, les algorithmiques et tout, depuis l'école secondaire et aussi de créer des data centers, de faire des partenariats avec des universités étrangères pour qu'on commence à former des ingénieurs qui vont apporter des solutions. D'accord. D'ailleurs, c'est là où, j'allais en venir, sur l'avenir de l'IA en Afrique et le risque 2030. Je pense que tu as déjà parlé de cela, lors une interview, par Akeza, je sais pas. En gros, tu disais que en tout cas, quand je le lisais dans l'article, tu disais que l'Afrique attend 2030. Si l'Afrique attend 2030, ça sera trop tard. Pourquoi? Et tu as aussi parlé de data Alors center. oui, alors je me souviens,
j'ai écrit cela à un journaliste à Kezanet. Ça faisait comme, 1 heure et je venais d'entendre de Sam Altman. Oui, Après, vraiment l'Afrique aussi, on peut se réveiller parce que, c'est nouveau aussi en Europe, c'est nouveau aussi en Chine. Tout le monde c'est une race, tout le monde qui veut gagner oui, et et c'est le moment pour se préparer en avance. Parce qu'en 2030, ça sera trop tard. Ce qu'il faut d'abord et pas par exemple, les choses qu'Emmanuel Macron était en train de parler, c'était un investissement. Je me souviens pas si c'était entre 100 milliards d'euros ou bien 109 milliards d'euros qu'ils vont investir en France, pour, attirer les chercheurs, pour créer un environnement propice des startups et aussi qu'on maîtrise de l'IA et qu'il soit autonome. Et on peut voir aussi en Amérique, aux États-Unis, il y a un investissement de 500 milliards de dollars dans le projet Stargate. Et il y a aussi en Chine qui ont commencé déjà à intégrer l'IA depuis l'école primaire. Donc, c'est une révolution en marche. Tout le monde veut aller de l'avant. Mais j'ai remarqué qu'en Afrique, vraiment, il n'y a pas monde d'acteurs qui sont en train d'y investir. Mais quand même, il y a Cassava Companies, c'est Strive Masiwa, je crois que c'est du Mozambique. Il est en train de faire des partnerships avec Google pour qu'on puisse avoir des pouvoirs computationnels et infrastructures en Afrique. Ça aussi, c'est bon. Alors, je crois si on commence pour le moment de commencer à investir dans l'éducation, à faire des partenariats avec des universités étrangères pour avoir des meilleures formations, des ingénieurs locaux et qu'on commence à, structurer les données qu'on en a ici et OK. on peut se rattraper et en 2030, on aura des structures déjà faites pour qu'on puisse continuer. Parce que je crois que tout d'abord, c'est pas pour être en compétition avec Google ou bien ChatGPT, mais c'est de créer des IA qui sont locales, pour nous-mêmes. Parce que je considère Google, Gemini ou bien ChatGPT comme des intelligences générales, mais à la même fois qui ne peuvent pas résoudre des problèmes locaux qu'on en a, par exemple, comme le cas de la Graphene AI ou bien comme le cas de Coseo parce que ça pas des données pour ça. Ça va pas donner des précisions par rapport à une IA spécifique qu'on pourra développer sur place pour seulement, combattre ce problématique et avoir de l'infrastructure, tout bien préparé, ça peut aussi nous faire être dans cette course. Alors si on ne fait rien, en 2030, je sais pas, il y aura de AGI, Artificial General Intelligence, et là-bas tout sera Elon Musk, tout sera Google, comme on l'est d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Maintenant, on peut voir que presque toutes les données sont contrôlées par Meta, Google et tout. Et c'est C'est vrai. difficile de se rattraper parce que ce sont des bons produits à tel point que c'est vraiment difficile à compétir avec. Alors, si on ne commence pas à faire l'action pour le moment pour labelliser même nos propres produits, plutôt nos propres données et faire des modèles d'IA à base de cela et qu'on reste toujours dormi, ça va être le même cas qu'on a aujourd'hui Facebook, WhatsApp. On va pas avoir vraiment notre souveraineté au niveau des données ou bien autre chose. OK, OK. Donc franchement, je pense que tu as totalement dit les choses. Il nous faut une infrastructure qui soit assez bien établie. Des data centers, je sais même pas si en Afrique, on a vraiment des data centers où on peut vraiment stocker nos propres données et derrière aussi, faire des pipelines pour vraiment récupérer la donnée, la traiter, l'extraire, la transformer. Donc il y a quand même beaucoup de challenges techniques, en Afrique, comme tu le dis. Et je pense que c'est des ça sera des ingénieurs un peu comme vous qui vont vraiment travailler dessus. Et le fait que quand même tu aies cette vision-là, long terme, c'est impressionnant et je pense que ça pourra aussi t'aider à te positionner même bien te positionner comme ça, soit pour faire des partenariats avec des universités ou bien des entreprises étrangères. Ouais, c'est ça. Donc franchement, incroyable, incroyable. Et si demain c'est une question assez, rhétorique. Bon, ouais, si demain on te donne 10 millions de dollars par exemple, tu reçois
soit de la Banque mondiale, ou bien, je sais pas, des autres gouvernements ou d'autres organismes orientés développement. Si demain, on te donne 10 millions de dollars pour développer l'IA au Burundi, quelles seraient tes trois priorités? Alors, je crois qu'avec les 10 millions, si on me donne par exemple 10 millions de dollars pour développer l'IA au Burundi, je vais les diviser en 3 tranches. Les 30 ça sera investi tout simplement pour collecte des données et les labeling, et aussi création des pipelines. C'est qu'il y a aussi au Burundi, il y a aussi des données, mais on ne le savent pas, mais parce que c'est d'une façon qui n'est pas structurée. Alors, on peut commencer par le domaine de la santé, agriculture, aussi éducation, de créer de faire des collectes de données dans ces secteurs-là et de faire des pipelines et aussi de les nettoyer, comme à la Scale AI. Je ne sais pas si tu as déjà entendu l'entreprise Scale AI Ou est-ce que d'Alexander l'IA connaît, Wang. qui travaille directement avec Meta pour récolter de la data? Oui, c'est ça en fait. On peut faire quelque chose de sorte ça avec les 30 de l'argent, pour d'abord faire un partenariat avec le gouvernement, avoir accès aux données facilement, que ça soit dans la santé, éducation et aussi agriculture. Et aussi les 40 seront investis dans la recherche, aussi ingénieurs et aussi attirer des talents étrangers qui veulent travailler au Burundi et aussi former les ingénieurs locaux, mais ça c'est pas recherche comme recherche, mais ça sera comme recherche qui est beaucoup plus orientée dans les solutions et dans la consommation de ces pipelines et de ces data qui sont déjà nettoyés, qui sont déjà là. Parce que je crois, avec les données qu'on a, par exemple, dans le domaine de la santé, on a beaucoup plus de données, mais ils ne sont pas utilisés. Avec OK. ça, si on crée si on a accès à la donnée, si on les catégorise bien, il y a beaucoup de modèles, des choses qu'on peut faire et ça peut améliorer la qualité de vie et aussi comment les choses se font au Burundi. Par exemple, j'ai déjà entendu, et, au niveau de la santé, il y a des types de scans. Lorsqu'on fait ces scans, qu'on les envoie à l'étranger pour donner des diagnostics. Euh, des scans, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des outils nécessaires pour faire cela. Moi, je crois qu'avec ça, si je dis pas des bêtises, avec de la vision par ordinateur et accès à la donnée aux différentes scans, qu'on pourra aussi faire ça localement. Donc, ça va vraiment améliorer beaucoup de choses. Et pour les 30 restantes, ça sera de la création des mini data centers OK. pour faire nos données ici et aussi des pouvoirs computationnels. Comme milieu CP, mais quand même, je peux faire ça d'abord pour commencer. Après, ça sera de faire au niveau des policies, les droits, je ne sais pas si ce sont les droits, pour Ouais, qu'on puisse les avoir politiques, je pense, ouais. les politiques, pour que ce soit facile de créer des projets IA au Burundi et aussi des lobbying et commencer à attirer les Google, OpenAI, Cassava Companies. Parce que lorsque vous avez déjà quelque chose de base, c'est vraiment très facile de collaborer avec les autres. D'accord. Et, euh, et après, pour les 10% qui restent, non, c'était les 30%, d'accord. Mais du coup, est-ce que, pour toi, tu penses que l'Afrique peut rattraper un jour ce retard? Si oui, comment? Alors, ça, c'est ça, c'est une bonne question, mais hmm, je crois que je peux le répondre un, dans un autre angle. C'est, on ne veut pas vraiment compétir avec, comme je l'ai dit, avec Google ou ChatGPT, OpenAI. Là, vraiment, ce sont des géants. Mais ce qu'on peut faire, on peut être au contrôle de notre propre données si on OK. commence à réagir. Et aussi, la façon la plus facile que je vois euh, qu'on peut passer, c'est de faire des collaborations avec ces entreprises, ces multinationales, mais avec intention de créer ici même en Afrique. Si on fait collaboration avec Google, qu'ils vont apporter des infrastructures, des pouvoirs computationnels,
qu'ils construisent ces data centers ici en Afrique, que ce soit des ingénieurs africains, américains, européens qui travaillent ici et que ce soit pas géré à l'étranger. Ça aussi, c'est au niveau des policies ou bien des politiques. Et autre chose, donc, c'est d'avoir contrôle de nos propres données et aussi de savoir la manière qu'ils sont traités. Par exemple, mes données à moi, lorsque j'utilise ChatGPT ou bien autre application, sont stockées aux États-Unis. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec. Il n'y a pas des policies au niveau, à ce que je sais, il n'y a pas de policies au niveau de l'Afrique de réclamer ces genres de choses. Mais je crois qu'en Europe, maintenant, ça se fait. Et pourquoi pas, on peut aussi essayer d'imposer ça pour voir si ça peut passer. Mais ce que j'encourage beaucoup, c'est qu'on puisse créer des solutions locales à base de données locales. Parce que ça, ChatGPT ou bien OpenAI, Google, ils n'ont pas vraiment ces données qu'on a ici d'une façon qui n'est pas stricte. Effectivement, je comprends. En gros, c'est vraiment de concevoir nos propres plateformes à nous avec, bon, avec vraiment nos données locales et essayer d'entraîner nos LLM avec nos données locales pour avoir des résultats qui sont vraiment locaux, c'est ça? Et qui sont beaucoup plus adaptés. Euh, et aussi, je suis pour aussi des partenariats avec ces grandes entreprises, Oui, nations, oui. mais cette fois-ci, que ça soit aussi implémenté au sol africain, pour qu'on puisse avoir aussi accès à cette donnée, de savoir ce qui se passe derrière. OK. Je comprends totalement. Heu, alors maintenant, on va passer à la partie mindset de bâtisseur, c'est-à-dire le côté état d'esprit, discipline. Qu'est-ce qui te pousse à continuer malgré tous les obstacles que tu as sur ton chemin? Alors, je peux dire tout d'abord que vraiment, c'est de la passion, parce que s'il n'y avait pas de la passion, ça sera trop facile à abandonner. Et autre chose, je crois que c'est avoir le sens du service, parce que parfois, on peut voir des choses, des problématiques, et on va se plaindre qu'il y a des problèmes et ce genre de choses. Mais parfois, vraiment, beaucoup de personnes ne prennent pas parti d'apporter la solution. Alors, moi, je me dis, avec le peu que je peux faire, pourquoi pas essayer d'apporter ma graine de contribution ou bien quelque chose Oui, euh, pour quand même bâtir quelque chose et d'essayer aussi, peut-être, je vais me croiser avec d'autres personnes qui veulent bâtir pour qu'on puisse développer ensemble. Et aussi, l'Afrique nous appartient, c'est à nous. Donc, il n'y a pas vraiment d'autres personnes qui vont venir pour construire pour nous, plus que nous. Donc, il faut voir que c'est à nous de le faire. je comprends totalement. Qu'est-ce que les gens ne parviennent pas à comprendre? Je sais qu'il y a beaucoup de talents, soit en Afrique, au Burundi spécifiquement, ou bien dans la diaspora. Je sais qu'il y a beaucoup de talents. Qu'est-ce que ces gens-là ne parviennent pas à comprendre sur l'innovation en Afrique? Donc là, j'ai pas beaucoup de choses à dire, mais selon mon mon expérience, je crois qu'il y a trop de femmes à travailler en Afrique parce qu'il y a beaucoup de complexité. Et donc, c'est pas seulement être ingénieur, mais il faut aussi être vraiment beaucoup plus créatif, beaucoup, hem, parce que vraiment l'environnement en soi, parce que tu peux faire une solution que tu crois que c'est par exemple, ici en Afrique, je peux pas amener les trucs virtuels là, les Apple Vision et tout, parce que c'est pas adéquat. Et surtout au Burundi. Il y a pas d'internet pour pouvoir consommer ça et donc c'est un endroit où lorsqu'on essaie d'innover, qu'il faut penser beaucoup plus au-delà du code, de la technicité, mais aussi de les personnes et de voir c'est les choses qui peuvent marcher et ce qui ne peuvent pas marcher et ça pour moi, je crois, c'est du fun parce qu'il y a pas d'autre endroit qu'on puisse faire ça. Parce que, c'est facile à développer aux États-Unis, en Europe, parce qu'il y a vraiment de l'infrastructure et tout. Donc le vrai challenge, c'est en Afrique et j'invite à tout le monde
et où ils peuvent aussi contribuer. Hem, Même en Europe, aux États-Unis ou bien en Asie, peuvent contribuer en y étant là-bas, de contribuer en Afrique et c'est facile et aussi, comme je l'ai dit, je crois que c'est une opportunité aussi. Comme je l'avais dit, c'est que comme dans les années 1999, c'est où s'est créé l'internet, les Amazon et tout. Il y avait pas de profit et il y avait pas des structures comme ils l'ont aujourd'hui. Ils ont Ils se sont bâtis pour avoir ce genre de choses et beaucoup de milliardaires qui sont aujourd'hui se sont créés dans ces années-là et aujourd'hui, je crois que, c'est le même cas pour l'Afrique. D'accord. Donc tu penses vraiment qu'on est vraiment à la période du commencement, donc équivalent du commencement d'internet en 1998-2000 comme ça, c'est ça? C'est ça. C'est quel conseil que tu pourrais donner à un jeune Burundais, soit dans la diaspora ou bien qui est déjà au Burundi, qui veut se lancer dans la tech ou dans l'IA de manière Alors, tout simplement, si une personne veut entrer dans l'IA ou bien dans la tech, je crois vraiment qu'aujourd'hui c'est facile, parce qu'il y a beaucoup de ressources sur internet. Il y a comme Free Code Camp, moi-même ça m'a aidé beaucoup. Il y a ces tutoriels gratuitement. Il y a aussi à participer dans des conférences qui dit ce genre de choses. Écouter les TED Talks et aussi les genres de podcasts qu'on est en train de faire maintenant. Parce que exactement. moi aussi, ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui je suive, qui partagent des insights, qui partagent des informations qui sont nécessaires pour savoir où Ouais, orienter mes énergies, qu'est-ce qu'il faut savoir à faire et aussi essayer de ne pas aller d'une façon linéaire. Heu, ce que je veux dire, c'est que tout simplement, par exemple, la façon dont j'étudiais avant la programmation, je me disais: «Si je ne peux pas valider ce cours-là, je vais pas passer à l'autre cours». mmh, Alors ça, je crois que ça me freinait. Mais ce que je peux donner comme conseil aujourd'hui, avant de commencer quelque chose, apprendre une nouvelle technologie, tu peux d'abord regarder le produit final ou bien visualiser l'ensemble de comment ça se fait et par après, ça sera trop facile à étudier. Et aussi, il faut utiliser beaucoup plus des IDE qui intègrent de l'IA, des copilotes et tout. Et et la chose qu'il faut beaucoup plus investir, c'est d'avoir un mindset d'un ingénieur, de savoir les architectures, comment développer une bonne application et tout. Et le reste, je crois dans le futur, même dans 5 ans ici, ça va être orchestré à 100 par des IA et nous les humains, on va être simplement des managers, de donner cette architecture, cette intelligence et ils vont exécuter à notre place. donc si tu pouvais parler au Élie de 10 ans, tu lui dirais quoi? Alors, il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, je lui dirais de prêter un peu d'argent à sa mère et investir dans les cryptos. OK. Oui, parce que je crois qu'à l'époque, Bitcoin, c'est bon, ça aussi, c'est un bon conseil, je crois. Ouais, exact. Et autre chose, je crois que je lui dirais de se focaliser beaucoup dans l'informatique de très tôt et aussi OK, d'investir massivement dans les mathématiques et aussi voir ses applications dans l'IA ou bien dans la programmation. Parce que, moi-même, à l'école secondaire, j'ai fait scientifique, j'aimais les mathématiques, mais vraiment, je ne voyais pas aucune application. C'était tout simplement pour passer les cours ou bien pour faire du fan, pour voir je peux faire une intégrale et tout, mais je voyais pas rien derrière ça. Mais lorsque j'étais au Bénin, j'ai pu voir comment on peut utiliser les matrices de Jacobi dans la résolution d'un problème concret et comment on peut faire des optimisations et comment utiliser ce genre de formules dans des cas oui, réels. Ça m'a vraiment fait aimer beaucoup plus les maths. Donc, comme genre de conseil que je donnerais à moi à 10 ans, je le dirais d'investir dans les cryptos, dans Bitcoin et aussi d'accord. de commencer à étudier l'informatique très tôt et de s'investir dans les mathématiques
appliquer Ça, c'est un très bon conseil. et aussi de lire des livres pour avoir un bon mindset. Ouais, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord, en tout cas. D'ailleurs, je t'ai pas posé la question. C'est quand que tu as commencé avec, à programmer, à coder et tout? C'était à quel âge? Ah, c'est ça, en fait. C'est ça. En fait, je crois que j'ai commencé, très tard, trop OK. un peu tard, parce que j'ai commencé à programmer en 2021. Ça fait comme 4 ans. 4 ans et demi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah Donc, d'accord. si par exemple, j'avais commencé ça, depuis 2017, moi, je crois que j'aurais Maintenant, tu serais arrivé à ce niveau. oui, je serais beaucoup plus en avance, mais quand même, je crois que je suis en train de me rattraper. Oui, non, franchement, il vaut mieux tard que jamais. Maintenant, tu es beaucoup plus connu pour, être un ingénieur en intelligence artificielle, mais pour être ingénieur en intelligence artificielle, il faut aussi connaître, l'algorithmie, comprendre les structures de données, comment c'est. Donc, il vaut mieux tard que jamais. Oui, c'est Et si tu pouvais te projeter un peu d'ici 10 ans, dans 10 ans, comment est-ce que tu te vois? Tu dirais quoi? alors, 10 à 20 ans, je me vois comme, un tech entrepreneur OK, et aussi, je veux que les personnes, hem, me voient comme quelqu'un qui crée des opportunités, des solutions pour autres personnes, pour qu'ils puissent, consommer ça, utiliser ça et pour régler leurs problématiques. Parce que vraiment moi, ça me plaît beaucoup de créer des choses qu'autres personnes vont utiliser et bien que ça va leur apporter en valeur ajoutée. Et aussi, j'aime me voir dans les personnes, qui vont changer la manière dont on consomme la technologie et l'IA au Burundi et en Afrique, et être parmi les pionniers qui vont faire avancer, toute notre communauté et d'apporter ma contribution. donc franchement, c'est incroyable, c'est parfait. Je pense que tu vas beaucoup y arriver. Tu es vraiment sur le bon chemin. Tu as attaqué l'agriculture, là, tu attaques le côté entreprise. Donc, c'est sûr que tu seras le pionnier. Je t'encourage beaucoup, beaucoup, vraiment dans ce sens-là, ça, c'est sûr. Merci au Et d'ici 10 ans, bon, après, je pense que ça reprend un peu. En gros, comment est-ce que tu veux qu'on parle de toi d'ici 10 ans, 20 ans? Mais je pense que tu as répondu à la question. C'est ça. Si tu devais, et ça, c'est ma dernière question. Il y a beaucoup de jeunes de ton âge. Je pense qu'on a un peu plus ou moins le même âge, qui sont dans cette sphère-là de se dire: «Je veux innover en Afrique, je veux innover, je veux apporter ma contribution au Burundi». Mais ils se sont peut-être ici en France, ou bien au Canada, ou bien aux États-Unis, ou bien dans la diaspora. Quel conseil tu leur donnes exactement? Même si tu as pas vraiment peut-être cette vision-là où tu es en Europe, tu veux revenir en Afrique, c'est quel conseil que tu peux leur donner pour vraiment, impacter soit sur la tech ou bien d'autres aspects indépendamment de leur domaine? C'est quel conseil que tu peux leur donner? vraiment pour le moment, j'ai pas conseil concret à donner. L'une des choses que j'ai vues qui est, hem, impactante, que je peux partager, c'est de tout simplement passer des vacances en Afrique, de venir au Burundi. Tout simplement ça, lorsqu'ils étaient ici, ils vont remarquer beaucoup de choses et aussi créer des programmes. Alors, OK. si je dois créer des programmes, il y a par exemple, hem, un projet Twiga. C'est un projet qui a été élaboré par des Burundis, des qui 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 sont basés en France. Ah, je les connais. Je fais même partie de ce groupe-là. Il s'appelle, Alors via Cubicore, le projet Cubicore. oui, c'est ça. Il y a Je Cubicole, il y a fais aussi partie du réseau. Quick de Dan Freeman. Alors, je crois que vos initiatives vraiment sont bien accueillies de venir en Afrique, de partager la connaissance que vous avez eue là-bas avec les ingénieurs locaux. Et ça pourrait être aussi de façon technique, de façon financière, organiser des compétitions et tout. Et je crois que au fil du temps, on va trouver ensemble des solutions. Donc, mon conseil, c'est tout simplement de créer des choses ici, des programmes d'été et de venir en vacances, tout simplement. Ouais, franchement, c'est un très bon conseil.
Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes de la diaspora qui reviennent au Burundi, mais quand ils reviennent au Burundi, ce qu'ils font, c'est juste faire la fête, jusqu'à ce qu'ils repartent, chez eux. Mais c'est donc comme tu dis, essayer de se créer des opportunités, de voir le marché, comment il est et de voir comment ils peuvent contribuer, activement au développement du pays. Dans tous les cas, bon, on en venait à la conclusion du podcast. Je pense que tu nous as partagé énormément de valeurs sur, via les différents projets que tu as eu à faire sur Agri-AI, sur Kosebu et chaque projet a un certain impact, une certaine audience. Donc Agri-hyphen pour les agriculteurs, Kosebu pour, les entreprises. Hem, c'est vraiment des projets incroyables, des projets ambitieux qui ont vraiment suscité ma curiosité, disons. Franchement, je t'encourage beaucoup à aller dans ce sens-là et j'espère que, même dans un futur proche, on aura à collaborer ensemble sur des différents projets. Quand on ne sait jamais, en tout cas, les opportunités peuvent se présenter et le fait de connaître aussi des jeunes ambitieux qui sont persévérants, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et je veux vraiment garder contact avec vous et merci beaucoup en tout cas pour, la valeur que tu as pu nous procurer durant ce 1er podcast. Et je pense que ça les auditeurs, en tout cas, ils vont être ravis de cela. Oui, j'aimerais aussi dire, merci beaucoup à toi, Agos. Tout d'abord de prendre ton temps. Je sais que, maintenant tu es ingénieur en Europe et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a pas vraiment du temps là-bas. Moi-même, quelques temps que j'ai ici passé, j'ai vu qu'il y a assez fou, en fait, au niveau du management du temps. Vraiment, je te remercie beaucoup de prendre ton temps pour qu'on puisse, faire cet échange. Peut-être quelque part, ça va aider quelqu'un et aussi, je vous remercie beaucoup pour vos initiatives que vous êtes en train de faire, que ce soit des projets comme Kibicol, Oui, Kwiga, pour venir et échanger aussi, cette connaissance avec oui, nous qui sont ici au pays. oui. Hem, Comme vous l'avez dit, je suis toujours ouvert à ce qui concerne s'il y a des projets qu'on pourra travailler ensemble, collaborer et tout pour qu'on puisse continuer à faire des choses avancées et avancer les choses. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup et c'est sûr qu'on doit se reparler encore une fois pour de futurs projets, de futures collaborations, sans problème. En tout cas, merci beaucoup Elie et passe une très, très bonne soirée en tout cas. On reste en contact, ça marche.